Bonjour à toutes et à tous. Alors, vous êtes en train de préparer les oraux de l'agrégation interne pour certains d'entre vous. Et effectivement, dans ces épreuves orales de l'agrégation interne d'anglais, il y a ce qu'on appelle l'effet de langue, c'est-à-dire de la linguistique sur le programme de civilisation et de littérature. Et donc, l'une d'entre vous, sur un réseau social, m'a donné la phrase extraite de Twelfth Night, Who you are and what you would are out of my welkin. Et donc ici, il s'agit d'essayer de comprendre à quoi correspondent, à quelle catégorie appartiennent les deux propositions en WH qui apparaissent dans cette phrase. Donc imaginez que le jour de votre oral d'agrégation interne, on vous souligne soit who you are, soit what you would, voire les deux à la fois, et qu'il faille les analyser. Alors la première chose à savoir, c'est que faire quand on a une proposition en WH. Alors ce sont bien des propositions, hein, vous avez à chaque fois un mot en WH. Suivi d'un sujet et d'un verbe. Et à nouveau ici, mot en WH, sujet. Vous n'avez que l'auxiliaire, mais on est presque au sens de la volonté ici. Si j'essaie de les mettre entre parenthèses ou crochets, ici, nous avons donc deux propositions en WH qui sont coordonnées par la conjonction de subordination and. Et donc, quand on a des propositions en WH, il faut se souvenir que cette morphologie, hein, on va s'intéresser d'abord à la morphologie, c'est-à-dire à l'apparence de la proposition, cette morphologie en WH est déjà un bon indice de ce à quoi on a affaire, puisque les propositions en WH, vous en trouvez parmi la grande catégorie des nominales. Vous avez des nominales interrogatives indirectes qui peuvent commencer par WH, des nominales exclamatives indirectes qui peuvent commencer par WH, ainsi que des relatives nominales qui peuvent commencer par WH. Sinon, si on regarde du côté des adjectivales, effectivement, on a pas mal de propositions WH. Ce sont les relatives adjectivales en who, en which, etc., que vous connaissez bien. Et parmi les adverbiales, eh bien, il y a par exemple des propositions en WH comme les propositions en when, qui sont des adverbiales de temps. Et le when, traditionnellement, on l'analyse comme une conjonction de subordination, mais on peut aussi se demander si ce n'est pas par hasard eh bien, un adverbe relatif introduisant une adverbiale relative. Donc ici, nous sommes confrontés à des propositions qui commencent par WH. Donc la morphologie nous laisse penser que l'on a affaire soit à une nominale, soit une adverbiale, soit une adjectivale. Donc la morphologie simplement ne suffit pas. Ce qu'il faut faire pour être sûr de bien identifier à ces propositions, c'est essayer d'identifier quelle est la fonction qu'elles occupent. Là, dans cette phrase, eh bien, nous avons un verbe principal qui est be, verbe d'état, au temps présent. Out of my welcome va être l'attribut du sujet et le sujet, ça va être en fait les deux propositions subordonnées en WH, coordonnées par and. Le sujet du verbe lexical be, c'est donc tout ça. Who you are and what you would. Donc vous avez deux propositions en WH coordonnées par and qui occupent la fonction de sujet du verbe. Comme la fonction de sujet du verbe est une fonction qui traditionnellement est occupée par un syntagme nominal, eh bien quand on rencontre une proposition subordonnée, voire comme ici deux propositions subordonnées qui occupent la même fonction qu'un syntagme nominal, c'est-à-dire la fonction de sujet, on en conclut qu'on a affaire à des propositions subordonnées nominales. Donc, who you are et what you would, parce qu'elles sont sujets de be, sont forcément des nominales. Alors, ça ne résout pas complètement notre problème, puisqu'il s'agit de savoir maintenant si on a affaire à une nominale interrogative indirecte, une nominale exclamative indirecte ou une relative à nominale, c'est-à-dire une nominale à antécédent fusionné ou nominale sans
antécédents visibles. Ce sont les différents noms que l'on donne aux relatives nominales. Alors ici, clairement, on n'a pas affaire à une exclamative indirecte. Si vous reprenez who you are et what you would et vous mettez un point d'exclamation au bout, ça ne marche pas, ça n'a jamais eu un sens exclamatif, cela. Euh, Who you are pourrait ressembler à euh, une interrogative indirecte. On peut hésiter parfois et se dire que peut-être on a affaire à une interrogative indirecte. Who are you? Ça se transforme facilement en interrogatif indirect. What would you? Pareil, ça se transforme facilement en interrogatif indirect. Mais là, elles occupent la fonction de sujet. Les interrogatives indirectes, très fréquemment, on les trouve après plutôt des verbes introducteurs de discours, de questions, comme wonder, comme ask, par exemple. Ici, nous avons plutôt affaire, je pense, à deux relatives nominales, c'est-à-dire des relatives sans antécédent. Ce que je suis en train de dire ici, c'est que who et what sont deux pronoms relatifs qui présentent la particularité de ne pas avoir d'antécédent visible, contrairement à ce qui est le cas quand vous avez des relatives adjectivales. Les relatives adjectivales sont des relatives qui sont introduites par des relatifs, qu'ils soient pronoms ou adverbes d'ailleurs, relatifs qui ont un antécédent visible, alors que les relatives nominales se caractérisent par le fait qu'elles n'ont pas d'antécédent, ou plutôt que leur antécédent est comme fusionné à l'intérieur eh bien, du pronom relatif qu'ils introduisent. Who you are sera ainsi l'équivalent de, alors ça fait être une formulation un petit peu maladroite, mais de the person who you are and the things you that which on voit bien which you would. Là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai transformé who you are par un syntagme nominal contenant une proposition subordonnée relative adjectivale dont le pronom relatif who a pour antécédent person. Et j'ai transformé what you would, une autre proposition en WH, par à nouveau un syntagme nominal dans lequel vous trouvez une autre relative, which you would, qui a pour antécédent things, donc une autre relative adjectivale. Donc en fait, ce que j'ai essayé de faire, c'est d'extraire de ce pronom relatif who, eh bien, un antécédent en plus du pronom. Donc là, c'était facile avec who, c'était à peu près possible de le faire, c'est un petit peu maladroit. Et avec what, eh bien, on est obligé de tricher un peu, de dire the things, which ou bien the things, that, on aurait pu dire aussi that, which. Si jamais on mettait that, which, certains linguistes diraient que le at qui est ici dans that, je le remets bien, et le WH qui est dans which, eh bien, fusionne pour nous faire WH plus AT, le what qui est là. Donc, vous avez affaire ici, vu la paraphrase que j'ai réussi à mettre en place, vous avez affaire dans la phrase d'origine à deux propositions subordonnées relatives, nominales et non pas adjectivales, parce qu'elles n'ont pas d'antécédent visible, mais on peut récupérer l'antécédent, faire apparaître l'antécédent dans ces paraphrases maladroites. Donc là, vous avez bien effectivement des subordonnés qui se comportent comme des syntagmes nominaux, c'est pour ça qu'on parle de subordonné nominal. On a un processus de nominalisation ici, avec deux propositions subordonnées coordonnées qui servent de sujet au verbe be qui est ici. Voilà pour l'identification que vous m'aviez demandé de ces deux propositions subordonnées. Ce sont bien des nominales, des relatives nominales. Alors maintenant, petite précision, quand vous avez un schéma de ce type, c'est-à-dire une proposition, alors là il y en a deux, mais bon, une proposition subordonnée nominale, je vous remets le schéma, proposition subordonnée nominale. Proposition subordonnée nominale avec ensuite, je fais un petit peu des abréviations, plus be
un autre élément qui pourrait être un focus, eh bien, ça, c'est le schéma de ce qu'on appelle la structure de mise en relief, une structure de mise en relief qu'on appelle la structure pseudo-clivée. Une structure pseudo-clivée correspond forcément au schéma suivant, proposition subordonnée nominale, plus be conjugué, plus le focus, c'est-à-dire l'élément que l'on veut mettre en relief. Il faut alors que la proposition subordonnée nominale, qui est une relative nominale, je précise, hein, forcément, j'ai oublié de le préciser, il faut que la relative nominale que vous avez ici, je vais y arriver, la relative nominale que vous avez ici, qui commence par WH, eh bien, il faut que le mot en WH que vous avez pour introduire cette relative renvoie en fait au focus pour avoir une structure clivée. Par exemple, what I like is chocolate. Là, vous avez bien une relative nominale, be plus chocolate, et le what renvoie bien au nom chocolate. On pourrait dire, sans la structure clivée, I like chocolate. Une telle transformation est impossible. Par contre, dans la phrase extraite de Twelfth Night, ici, on n'a pas possibilité de dire que who ou what renvoie à out of my welkin, ne serait-ce que parce que out of my welkin, ici, c'est un syntagme prépositionnel, or who et what renverraient à un syntagme nominal. Donc, nous n'avons pas, mais il faudrait se poser la question pour arriver à la conclusion que ce n'est pas le cas, nous n'avons pas un schéma de pseudo-clivé dans la citation que vous m'avez donnée, mais gardez en tête que quand vous avez ce type de schéma, il faut vous poser la question de savoir si vous avez une structure pseudo-clivée, c'est-à-dire une structure de mise en relief, hein. Quand je dis what I like is chocolate, le focus c'est chocolate, j'essaie de mettre en relief, plus que dans la phrase I like chocolate, j'essaie de mettre en relief le nom chocolate. Voilà pour ce petit point sur les propositions en WH qui sont des relatives nominales. Et j'espère que ça vous aura permis d'y voir un petit peu plus clair sur les propositions subordonnées en WH. Bon courage pour vos révisions et à très bientôt.